merci pour votre accueil, et merci pour vos mots aimables. Je précise une chose pour que les mots ne soient pas excessifs. Dans l'université, émérite, ça veut dire retraité, hein. Euh, notre, notre statut, Michel et à moi, donc, est clair de ce point de vue. Euh, alors, je voudrais dire deux choses. La première, c'est que ça me gêne forcément un peu de faire ce topo dans une région qui n'est pas celle que je connais le mieux, parce que les problèmes de financement sont quand même des problèmes très redoutables. Et on sait bien que, s'agissant soit de la région, soit des aires urbaines, soit de services plus fins, on sait bien que les difficultés se trouvent dans les détails, hein, là où est le diable. Donc, je connais mal les diables de PACA. Et la deuxième chose, c'est que sur ce point, pour y avoir un tout petit peu réfléchi depuis quelques décennies, les questions de financement, je veux dire que j'ai des positions qui vont un petit peu à l'encontre d'un certain nombre de positions officielles. J'ai lu au tout début des débats, par exemple, ce qu'étaient les positions de l'Association des maires de France, des départements, des régions. Il se trouve que je suis en désaccord assez radical pour certaines d'entre elles. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est en tant qu'économiste. C'est parce que je considère, moi, que cette problématique du financement aujourd'hui se pose en des termes qui sont relativement inédits. Depuis quelques décennies que j'observe ce genre d'exercice dans le domaine des transports, y compris un exercice que j'ai eu l'honneur de présider par deux fois au commissariat au plan, qui est exactement ce genre de problème, ce genre de questions. C'est la première fois que l'exercice doit se faire avec de telles contraintes, qui sont liées pas seulement à la réalité macroéconomique de ce pays, mais qui sont liées à la dynamique de cette réalité. Alors, juste pour illustrer les choses, je ne mets qu'un graphique, mais qui est macroéconomique et qui est très significatif. Verticalement, vous avez là les taux de croissance moyens de tous les pays européens auxquels j'ai rajouté le Royaume-Uni et les USA, taux de croissance moyen sur 10 ans, revenu par tête. Donc, c'est un indicateur très significatif. C'est une donnée OCDE qui n'est pas trop contestable. Et vous voyez que la France est au dernier rang sur 10 ans. C'est pas une malédiction. Si on prend la décennie 60, la décennie 70, même paquet de nations, la France était au premier rang en termes de croissance de revenus par tête. Donc ce n'est pas une malédiction, c'est une réalité avec laquelle il faut compter. Et sur l'abscisse, alors après, chacun fait ce qu'il veut du réseau de causalité qui peut y avoir derrière tout ça. Sur l'abscisse, il y a le taux de prélèvement obligatoire. Alors là, nous sommes franchement premiers. Alors ma conviction, c'est que sous ces contraintes-là, auxquelles il faut rajouter la dimension financière, finance publique, c'est-à-dire celle des déficits publics et des excès de dette publique. Si on ne la rajoute pas, tout ce que l'on peut dire ou raconter est du théâtre, ça ne correspond à aucune réalité. Si on la rajoute, il faut tenir compte d'obligations auxquelles nous avons signé. Alors c'est passé complètement inaperçu, d'autant que c'est un Premier ministre qui a dû rester quelques semaines en place, il s'appelait Michel Barnier, qui est allé négocier ce qui est écrit là. C'est-à-dire que nous sommes censés ramener notre déficit public à 3% en 2029. J'ai mis entre parenthèses, ce sera d'ailleurs 3 ans après l'Italie. L'Italie qui vient de nous dépasser en termes de spread, hein, qui a aujourd'hui une meilleure performance que la France, c'est à pleurer de rire. Alors, sous ces contraintes-là, il y a une situation qui est particulièrement désastreuse pour la croissance de ce pays. Je ne donne ici qu'un exemple. Avec la situation actuelle des marchés aujourd'hui, une entreprise française qui fait le même emprunt qu'une entreprise allemande a une charge de la dette qui est de 35% supérieure à ce qu'elle est pour une entreprise allemande. C'est ça la réalité macroéconomique du pays. Et on est en train d'avoir une charge de la dette qui est en train de devenir supérieure à ce qu'elle est pour une entreprise italienne. On est en train de franchir au passage. C'est ça, cette réalité. Et donc, ce que je dis de ce débat auquel vous avez eu la bonne idée de participer, c'est que le recours à l'impôt et le recours à l'emprunt sont deux solutions pour les problèmes de financement des transports. Ce sont deux solutions. Naturellement, je parle de nouveaux emprunts et je parle de nouveaux impôts. Ce sont deux solutions dont je pense qu'elles sont aujourd'hui disqualifiées. Ça veut dire qu'il reste deux gisements de financement
pas 50, 2 gisements de financement. Il reste un gisement de financement avec des économies sur les coûts et un gisement de financement avec l'augmentation des recettes liées à une tarification plus dynamique. Ce que je vais essayer d'illustrer quelque peu. Alors sur les coûts, il est évident qu'il y a des économies à faire sur le coût du ferroviaire, mais que ce n'est pas facile à exploiter. Alors là-dessus, on a des éléments. Alors maintenant, je peux faire état d'éléments qui ont été produits par la SNCF elle-même. C'était des chiffres qui étaient interdits jusqu'à une grève d'il y a quelques années, au cours de laquelle Guillaume Pépi a décidé de publier ces données. Il a publié en effet la mesure qui était faite par la SNCF elle-même du surcoût du facteur travail par rapport aux pays voisins et par rapport aux concurrents de la SNCF. Plus 27%. Et là, il y a la décomposition des raisons, statut, organisation de temps de travail, pour acceptation, refus de la polyvalence, frais de structure, etc. Il y a la décomposition. Et pour la petite histoire, nous avions fait dans mon laboratoire des évaluations avec ce que l'on pouvait trouver à travers les données internationales UIC. On avait trouvé 25%. J'ai fait état de ce 25% ordre de grandeur dans une grande manif où il y avait 300 ou 400 personnes organisées par les Échos à Paris. J'ai été traité de voyous faussaires et d'universitaires déshonorés par un directeur de la stratégie de la SNCF. Quand ces chiffres sont sortis, on est passé de 25 à 27%, il a oublié de s'excuser. Ben ça, je n'oublierai quand même pas. C'est mon côté gascon, il y a des choses qu'on ne peut pas oublier. Alors, le premier gisement des économies de coût du ferroviaire, donc, s'il n'est pas facile à exploiter, c'est qu'il y a une raison. La raison, c'est que on ne sait pas, on ne peut pas, le dispositif étant ce qu'il est, les relations sociales étant ce qu'elles sont, on ne sait pas réduire ces 27%, sauf par un retour, par un recours à la concurrence. Et le passé nous enseignait que c'était le seul dispositif efficace. Ici, je n'ai pas besoin de prêcher longtemps, puisqu'on est dans une région où on est à la fois, si je puis dire, croyant et pratiquant, hein, du recours à la concurrence. Il y a des régions où on est croyant et non pratiquant, par exemple la mienne en Rhône-Alpes, on est très croyant, hein, mais on n'a pas osé pratiquer. Je crois savoir pourquoi, je crois savoir qui est intervenu pour empêcher que, etc., etc. Mais ça, ce sont des détails. Ici, on a eu le courage de franchir le pas. Sur ce sujet, l'exemple le plus formidable me semble être celui de l'Étoile d'Amiens. Quand les Hauts-de-France ont ouvert à la concurrence l'Étoile d'Amiens, il y a un bel appel d'offres, bien ficelé, bien préparé. La SNCF l'a emporté. La SNCF l'a emporté, mais en produisant 7% de plus de trains kilomètres que dans le précédent contrat, et pour un coût pour la région de 20% inférieur. 20 plus 7, ça fait 27. C'est curieux. Ça fait 27%, 27% moins cher. Donc je prétends, moi, que l'ouverture à la concurrence, c'est la meilleure manière d'aller exploiter ce gisement d'économie. Mais je voudrais insister sur le fait qu'on est dans un pays où c'est pas facile. Et j'ai suivi de très près l'expérience de l'ouverture à la concurrence sur le fret, d'autant plus près que nous sommes quelques-uns à faire des efforts au conseil d'administration de RFF à l'époque de favoriser cette ouverture. Je souligne ce qui s'est passé pendant les premières années d'ouverture à la concurrence. À gauche, les pays qui ont joué le jeu, y compris avec le soutien syndical, comme c'était le cas en Allemagne, le syndicat de la Bundesbahn était pour cette ouverture, finalement, a été pour cette ouverture à la concurrence et a joué le jeu. Naturellement, la Grande-Bretagne, l'Autriche et quelques autres pays ont joué aussi. Voilà ce qui s'est passé dans les 6 premières années, de 2000 à 2006, pour le fret dans ces pays. Voilà ce qui s'est passé en France. Et on ne peut pas dire qu'il y avait un ministre des Transports à l'époque qui était contre le ferroviaire, puisque c'était Jean-Claude Guessot. Il avait d'ailleurs annoncé le doublement, hein, du fret ferroviaire en début de mandat. En fait, de doublement, on a été à moins 26%. Pourquoi? Parce qu'en 2006, il n'y avait pas encore un train qui avait pu franchir le pas et se porter sur le marché. C'est-à-dire que les empêchements ont été suffisants pour qu'on prenne pratiquement 8-10 ans de retard par rapport à un certain nombre de pays voisins. Et je pense que c'est un petit peu la même chose en matière de... Alors, je ne parle pas pour cette région qui est convaincue et qui a franchi le pas, mais dans beaucoup d'autres et dans un certain nombre d'endroits, y compris des transports qui ne sont pas nécessairement régionaux, je pense qu'il y aura des ralentissements et des réticences.
Le, le deuxième gisement, c'est l'adaptation des tarifs. Alors là, je sais que je défends quelque chose qui est complètement contre-intuitif. L'idée est répandue de partout que quand on baisse les prix du transport public, ça augmente la fréquentation. Intuitivement, c'est l'évidence. Eh bien, le malheur, c'est que, si je puis dire, par rapport à cette évidence qui est socialement partagée, politiquement partagée, la réalité, c'est le contraire. Alors aussi, j'ai un graphique auquel je tiens beaucoup. Euh, Ici, vous avez les 15 premiers réseaux de France. Ceux qui ont, pour faire simple, ceux qui ont, en général, ceux qui ont du site propre. Et j'ai mis en regard verticalement la part de marché des transports publics, horizontalement le tarif. Alors, la seule manière d'avoir un tarif comparable pour les différents réseaux, j'en suis désolé, mais c'est ainsi, c'est le ticket à l'unité. On ne peut pas comparer le reste parce que la combinaison, enfin, il n'y a pas deux agglomérations qui ont choisi le même système d'abonnement, de tarifs sociaux, etc. C'est trop compliqué à comparer. Donc, j'ai pris le ticket à l'unité, qui est d'ailleurs corrélé avec tout le reste, hein. Le prix du ticket à l'unité, donc mes sources sur ce graphique, c'est le site des réseaux qui donne le prix du ticket à l'unité, et c'est le résultat de la dernière enquête mobilité qui a eu lieu sur l'agglomération. Alors naturellement, Paris est tout en haut, ce qui est normal quand on connaît le système de transport collectif en région Île-de-France, hein, dans le système de transport public, ça c'est tout à fait normal et banal. Et ensuite, vous voyez qu'il y a Lyon, Lyon qui est tout de même avec ses plus de 25% de part de marché des transports collectifs, qui est quand même devant les autres, hein, assez nettement, puisque les suivants tournent à 20%. Quand j'étais à Marseille, j'ai pas rajouté, je recule, je n'ai pas rajouté Marseille. Enfin, vous devinez où se trouve Marseille, puisque vous savez que la dernière enquête ménage montre que la part de marché serait à 12%. Petit détail, vraiment, je dis ça sans aucune espèce, enfin, je ne devrais peut-être pas le dire, mais en 1978, dans le mois de l'inauguration, tout ça, ça s'est passé en même temps euh, à Marseille et à Lyon, l'inauguration de la première ligne de métro. Les deux villes avaient exactement la même part de marché de transport public. Exactement la même part de marché de transport public. Aujourd'hui, bon, 12% d'un côté, 25% de l'autre. Ça veut dire qu'il s'est passé des choses un petit peu différentes. D'où cette idée, qui n'est peut-être pas complètement délirante, puisque c'est un peu entré dans le vocabulaire, cette idée de l'exception lyonnaise. Alors, deux mots sur l'exception lyonnaise, parce que ça vient illustrer ce que je raconte sur la tarification. Vous avez vu que c'était les prix les plus élevés, que c'était les parts de marché des TC les plus élevés. Quand je regarde les conditions financières de tout ça et le résultat, ça, ce sont de très belles courbes qui sont issues d'une base de données qu'alimentait mon collègue et ami Bruno Ferro-Garcier, qui est aujourd'hui d'ailleurs retraité. Alors, pour son malheur, si je puis dire, il est allé prendre sa retraite à Montpellier, et comme il fait partie des auteurs du rapport qu'on a commis sur la gratuité, qui montre à quel point c'est peut-être une solution néfaste pour les transports publics, citoyen de Montpellier, il souffre beaucoup en ce moment. Enfin bon, c'est comme ça. Je vous invite à regarder ce que coûte aux contribuables chaque voyage. Dans le cas de Lyon, c'est un peu moins de 40 centimes. Dernier chiffre, 0,37. Dans le cas moyen des réseaux, des grands réseaux, c'est la ligne noire, c'est la moins défavorable. On est à plus de 1,20 € par voyage. Chaque contribuable paie 1,20 € par voyage. On peut toujours dire qu'on va augmenter les impôts, les prélèvements, etc., pour mieux financer le système. Quand on est à ce niveau, c'est quand même un niveau qui est relativement élevé. Au cas de Lyon, on est à 0,37. Et si on est à 0,37, ce n'est pas le fait d'un hasard. C'est qu'il y a eu cette politique qui a été relativement rigoureuse sur les tarifs, et naturellement, pas seulement. Alors ici, je reprends, j'étais très content que cela sorte, surtout quelques jours avant que je vienne ici. Il y a un rapport de la Cour des comptes qui est un travail remarquable, comme souvent, hein, les rapports de la Cour des comptes et Cour des comptes régionale. C'est un rapport commun. Vous savez, quand il y a un gros machin qui est étudié, ils font un rapport commun avec les cours régionales. Et là, il y a un travail remarquable qui a été fait. Alors, je le trouve d'autant plus remarquable que la principale source de ce travail, c'est un rapport du LET sur la gratuité. En même temps, il y a eu un rapport du GARD, appel d'offres, où on a perdu d'ailleurs, qui a donné un rapport naturellement extrêmement brillant, puisque c'est le GARD. Et puis le Citral, qui a eu une confiance
moyenne dans le rapport qui était préparé pour le Gard nous a demandé de faire la même chose. Et allez savoir pourquoi la Cour des comptes a utilisé notre rapport plutôt que celui qui a été fourni par le Gard. Là, je suis en train de régler mes comptes, c'est un peu mesquin, mais c'est pas grave. Et dans ce rapport, la Cour a reproduit ce graphique dont je suis personnellement très fier, parce que je pense avoir vu ça, qui est source LED, ils ont bien dit, source étude du LED, c'est-à-dire le rapport du LED sur la gratuité pour le compte du Citral, où on essaie de montrer ce qu'est un cercle vertueux. C'est-à-dire comprendre un système de transport, c'est comprendre sa dynamique. Sa dynamique, c'est un phénomène de très long terme. On s'aperçoit que la clé stratégique, alors on peut penser ce qu'on veut, moi c'est ma conviction, et je pense que ça a été démontré dans beaucoup d'études. La clé stratégique de tout ça, c'est vrai par exemple pour SNCF Réseau, c'est vrai pour n'importe quel réseau, la clé stratégique, c'est la capacité d'autofinancement du système, qu'on le veuille ou non. Et ce cercle vertueux, ça veut dire qu'à un certain moment, il faut bien entendu maîtriser les coûts. Tout ce qui est en vert, ce sont les données exogènes, hein, les commandes du système. Naturellement, maîtriser les coûts d'exploitation et d'optimisation du système. Naturellement, il faut accompagner une politique de pénalisation de l'usage de la voiture en ville, hein. Ça veut dire les voies réservées, ça veut dire le choix des tramways, ça veut dire les politiques de stationnement, etc., etc. Mais aussi la croissance des tarifs. C'est comme ça que le cercle vertueux est entretenu, avec une amélioration régulière de l'offre. Et comme l'offre est améliorée, le consentement à payer le service est là. Et on a des études très précises là-dessus. Il y a pas un tiers, il n'y a pas un tiers des habitants, des usagers lyonnais du TC qui s'insurgent contre les tarifs. Il n'y a pas un tiers. Et ce sont les plus élevés de France. Pourquoi? Parce qu'il leur est proposé en contrepartie une qualité de service que personne n'ignore. Ils savent tous que en prenant les TC, un peu de marche à pied de TC, ils feront mieux qu'avec la voiture. Tous. Alors, ce n'est plus vrai naturellement quand on va au-delà de la deuxième couronne. Là, on a tout. Avec l'étalement urbain, nous avons tous des problèmes dont nous savons bien qui sont beaucoup plus difficiles à résoudre. Et alors, juste un graphique que j'ai beaucoup aimé. Alors, celui-là, il n'est pas de chez nous, il a été fait par la DGTN, mais il est très significatif, toujours sur le Caillonnet, hein, puisque le rapport de la Cour des comptes se penche, fait tout un paquet sur le Caillonnet. Regardez simplement les deux courbes, celle qui est tout au-dessus et celle qui est tout en bas. Celle qui est tout en bas, c'est l'évolution depuis 2003, c'est sur plus de 20 ans quand même, hein. Enfin, c'est pas plus de 20 ans, mais ça s'arrête en 2019. Enfin, sur 20 ans, une vingtaine d'années, disons, c'est l'évolution du déficit. Dépenses moins recettes. Le déficit, je signale au passage que c'est un argent courant. Ça veut dire sur Lyon, il a diminué. Le déficit a diminué dans cette période-là, hein. Et la courbe du haut, c'est les recettes, avec ces tarifs qui ont été poussés vers le haut. Et la courbe bleue, c'est la fréquentation, les voyages. Le meilleur résultat de province, je le signale au passage. Donc, quand je dis qu'il y a un gisement avec la tarification, je crois avoir apporté un certain nombre d'éléments. Alors, donc vous voyez les deux trucs, hein, c'est aller chercher des économies de coûts là où il peut y en avoir, et en particulier du côté du système ferroviaire, et ensuite aller chercher des recettes supplémentaires là où il peut y en avoir, en particulier avec la tarification. Ici, je vais vous donner juste très rapidement les quelques pistes que j'ai suggérées quand j'ai été auditionné là, par la commission Bussereau, pour montrer que sur un certain nombre de points, là, je suis en désaccord complet avec ce qui est généralement partagé comme position. Premier point, alors, chasse aux projets ruineux et polluants et pêche aux projets à double dividende. Il y a des projets à double dividende, ça veut dire qu'on va à la fois résorber la dette écologique et résorber la dette financière. Ça existe, hein, ça existe. Il y a des exemples, y compris dans le ferroviaire, qui sont extrêmement significatifs. Là, ce que je désignais dans le rapport, moi, ce que je visais particulièrement, c'est un projet désastreux comme SNN Europe, qui est un pur désastre écologique. On va multiplier les émissions de CO2 et financier, ça va coûter en première instance plus de 6 milliards d'euros, plus après les coûts de fonctionnement. C'est vraiment la double peine dans toute sa splendeur, basée d'ailleurs sur un projet qui est un travail de faussaire. Je l'ai écrit à plusieurs reprises en espérant que je serais traîné devant les tribunaux, qu'il y aurait une expertise derrière. Jusqu'à présent, on n'a pas déposé plainte quand j'ai dit que c'était un travail de faussaire.
Alors, je me pensais à ça, mais ça vaut aussi pour les petits projets. Il y a des petits projets, c'est un ancien de notre labo qui m'a signalé ça il n'y a pas très longtemps, suite à un article que j'avais commis. Bon, il travaille dans une région que je nommerai pas parce que c'est trop facile à situer, il a des responsabilités en matière de transport. Il venait de faire, à titre personnel, le bilan carbone d'une opération qui avait coûté quelques dizaines de millions d'euros de restauration d'une ligne ferroviaire, dont la fréquentation était en moyenne d'une dizaine de voyageurs par train. Il a fait le bilan carbone. Son bilan carbone à lui, c'est qu'on a multiplié par 3 les émissions pour le même service, hein, en passant de la. Si vous voulez, c'est un système qui avait, pour les travaux, été passé sur la route et après repassé sur ferroviaire, multiplication par 3 du CO2. Voilà. Euh, donc, qu'il y ait chaque fois un bilan carbone, un bilan financier, avant qu'on fasse de trop grosses bêtises, ça me semble être une nécessité. Et malheureusement, qu'il n'est pas respecté. Alors, moi, j'ai une suggestion aussi. Je suis un grand fanat du système suisse, hein. Vous savez que les Suisses sont recordman du monde de l'usage du ferroviaire. Je suis un admirateur sans limite du système ferroviaire suisse. Euh, on peut dire qu'ils font tout bien. Eh bien, le Conseil fédéral suisse supprime ces aides sur les lignes pour lesquelles le taux de couverture est inférieur, le taux de couverture des coûts par les recettes est inférieur à 20%. Alors, je ne dis pas qu'on aille à ce niveau-là en France, ça supprimerait la moitié des TVR, hein. Mais je dis qu'on mettrait une règle de l'ordre de 10%, ce ne serait pas scandaleux, hein. En l'état des finances publiques nationales, ce ne serait pas scandaleux. Et je crois que ça améliorerait sensiblement le système, y compris sur la qualité de l'offre. Je peux donner des exemples où le passage sur la route a permis une très nette amélioration de la qualité de l'offre. Euh, Bon, la résorption des surcoûts exorbitants dans le transport ferroviaire par une généralisation de l'ouverture à la concurrence, ça va de soi. Je signale que quand on fait les comparaisons France-Allemagne, c'est pas 27% la différence, hein. La différence coûte pour la collectivité, pour les collectivités en argent public au train kilomètre, c'est 34%. Il y a pas que les surcoûts, il y a pas que les surcoûts salariaux. Ensuite, je suggère, alors ça contrarie beaucoup, une évolution des péages ferroviaires au coût complet, avec les publications obligatoires des coûts d'un voyage en argent public. Coût complet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le décideur politique décide de faire quelque chose sur le système ferroviaire, il le fait en connaissance des coûts. S'il n'est pas au coût complet, il ne peut pas le faire en connaissance des coûts. Il fonctionne sur un camouflage. Il ne peut le faire en connaissance des coûts pour la collectivité que s'il y a une tarification de l'infrastructure au coût complet. C'est quelque chose pour moi très fondamental. Au tout début de Réseau Ferré de France, Martineau m'avait demandé de constituer un petit groupe de réflexion là-dessus, dans lequel il y avait je crois, des économistes respectés. Il y avait notamment Jean Tirole, avant qu'il ne soit prix Nobel. Et on essayait de démontrer qu'il fallait passer par ce coût complet, quitte à faire ensuite ce qu'on appelle une tarification de rame boiteux. Ensuite, alors ça c'est le plus difficile, faire changer l'anthropologie, notre anthropologie vis-à-vis de la problématique des tarifs. C'est-à-dire faire comprendre qu'un tarif, ça doit être considéré comme le consentement à payer une certaine qualité de service par l'usager. Alors que nous tous, hein, on a pour réflexe de considérer qu'un tarif c'est une punition. Non, c'est un achat, c'est l'achat d'une qualité de service, d'un certain service. Et je redis que les études qui ont été faites sur les usagers dans le cas de Lyon ont clairement montré que c'était accepté parce qu'il y avait une excellente qualité de service. Alors, autre recommandation, qu'il y ait chaque fois qu'il y ait une dépense significative, un peu l'application de l'article 14 de la LOTI, mais à de toutes petites dépenses, à des choses beaucoup plus modestes, hein, qui se comptent en 5 ou 10 millions d'euros. Évaluation systématique, bilan carbone, du rendement social et bien entendu de la rentabilité financière de l'opération. Et enfin, dans les tarifications et les évaluations, une meilleure prise en compte, alors ça c'est très technique, mais les calculs officiels, les textes officiels font que
quand il y a 1 euro public dépensé, il est compté pour 1,3 d'après les directives de 2014 qui sont régulièrement mises à jour. En l'état actuel, de la rareté des fonds publics, je pense qu'il faudrait que ce quotient de rareté soit sensiblement augmenté, au moins pendant quelques années, au moins jusqu'à la sortie de notre crise financière. Je pense que prendre un quotient de rareté de l'ordre de 1,5, 1,6 serait plus que raisonnable par les temps qui courent. Et enfin, alors ça a été retenu par le rapport Bussereau, explorer systématiquement la solution des PPP. Je signale au passage que dans le cas du Tour Bordeaux, si on fait une comparaison avec deux projets qui étaient plus rentables a priori, c'est-à-dire la LGV Est et la LGV Rhône, le taux de subvention a été de moins de 50% pour Tour Bordeaux. Le taux de subvention a été de 62% pour Rhône et pour TGV de 72%. C'est-à-dire que si on fait la comparaison, en passant par un système de PPP sur Tour Bordeaux, l'État a économisé entre 1,2 et 1,8 milliards d'euros, ce qui est quand même pas rien. Alors je pense que ça, c'est une piste qui est à regarder de très très près, y compris pour des petits projets, même si ça peut un certains esprit. Et j'avais mis ça en conclusion quand j'ai fait mon cinéma devant la commission Bussereau. J'ai mis en conclusion aucune chance pour que cela se fasse. C'était un peu pessimiste parce qu'il y a 2 ou 3 choses qui ont été retenues, mais je me fondais sur ce qu'avaient été les positions des uns et des autres avant le débat. Voilà, en vous remerciant, j'ai mis en conclusion, je pense que ce truc sera diffusé, 3 publications sur lesquelles j'essayais de documenter tout cela avec des données, des observations, des analyses qui sont naturellement discutables comme toutes les analyses. J'ai donné d'ailleurs, j'ai donné un petit peu plus de ressources encore à Johan. Ensuite, chacun fait ce qu'il veut. Je vous remercie de votre attention.